Salut le Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV, une nouvelle vidéo sur l'histoire des Chicago Bulls. On s'était quitté à l'été 78. Juste une petite précision, parce que j'avais oublié un petit détail dans la vidéo précédente. La dernière saison que j'ai évoquée, donc la saison 77-78, Jerry Sloan était de retour chez les Bulls en tant qu'entraîneur assistant. Donc voilà, j'avais oublié de le préciser, mais voilà, c'est un petit peu important pour la suite. Et donc on se retrouve à cet été 78 où le coach principal Ed Badger est viré après 2 saisons où il ne s'est pas passé grand chose. Et donc les Bulls en plus doivent désigner un nouveau general manager parce que Pat Williams part également. Donc c'est Rod Thorne qui devient le general manager de l'équipe et sa première décision pour trouver un nouveau coach, c'est de faire venir Larry Costello. Et c'est une décision qui va être assez euh, mal accepté par les fans des Bulls parce que c'est l'ancien entraîneur de Milwaukee, champion NBA en 71, avec 66 victoires, 16 défaites. La série à l'époque qui était record de 20 victoires qui avait justement pris fin à Chicago. On en avait parlé d'ailleurs. Et c'est en plus, lui, Costello, il garde une certaine rancœur par rapport à Chicago, parce que les matchs entre Chicago et Milwaukee, c'était toujours très... voilà, ça se rentrait un peu dedans, c'était toujours très disputé, même si Milwaukee était une équipe supérieure. Voilà, comme à l'époque avec Sloan, Van Leer, euh, tout le monde détestait jouer contre Chicago, bah, Milwaukee ne faisait pas exception et il y a une certaine rancœur de la part de Costello. Et d'ailleurs, dès qu'il arrive, première chose qu'il fait, il dégage Jerry Sloan de son staff, il veut pas de Jerry Sloan en assistant. Et avant le début de la saison, il coupe Norm Van Leer, qui était encore meneur. Bon, il commençait un petit peu à vieillir et il va se servir de ça comme excuse pour dire moi je veux rajeunir l'effectif, mais il y a quand même des soupçons de voilà, il y avait des rancœurs et du coup il a préféré dégager Norm Van Leer de l'équipe. Euh, donc du coup, bah, un choix qui est pas forcément apprécié de la part des fans. Et puis voilà, en plus, donc les Bulls récupèrent à la draft Reggie Theis, qui va devenir, assez vite s'imposer comme un excellent scoreur. Mais voilà, c'est un petit peu la seule nouvelle intéressante, enfin positive en tout cas, de cette intersaison. Parce que c'est vrai que le début de saison est pas fameux, même si bon, Regitis s'intègre assez vite et s'impose comme un scoreur intéressant. Il y a toujours Artis Gilmore qui fait son taf des deux côtés du parquet. Mais en l'absence de Norm Van Leer, il n'y a pas vraiment de meneur pour organiser toute l'attaque. Regitis passe du temps en meneur, mais c'est clairement pas son poste favori. Tu sens que c'est pas, voilà, ça lui plaît pas, c'est plus un scoreur. Donc c'est un petit peu compliqué à mettre tout ça en place. T'as encore la blessure de Scott May, on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes. Scott May, au final, ce sera un joueur qui va accumuler les blessures tout au long de sa carrière et qui n'arrivera jamais à atteindre le potentiel qu'on lui donnait. Donc là, il se blesse assez rapidement dans la saison. Il tente un comeback, il se reblesse au bout de quelques minutes et du coup, bah, ça fait une blessure encore plus longue. Il ne reviendra pas avant janvier. Et pendant ce temps-là, bah, les Bulls ont un petit peu de mal, surtout avec ce nouvel entraîneur. L'ambiance est un petit peu morose, tout ça. Et donc, à part les performances individuelles d'Artis Gilmore, de Regitis, c'est un petit peu compliqué de faire tourner la boutique. Il y a 19 victoires, 33 défaites au moment du All-Star Game. Et d'ailleurs, quelques matchs après ce All-Star Game où il y avait Artis Gilmore, quelques matchs après ça, Larry Costello va se faire virer avec un bilan de juste 20 victoires et 36 défaites. 20 victoires, 36 défaites. Et c'est son assistant, Scotty Robertson, qui va prendre les rênes jusqu'à la fin de la saison. Il va pas franchement faire beaucoup mieux. 11 victoires, 16 défaites sur le reste de la saison. Et ça va permettre aux Bulls d'atteindre le bilan de 31 victoires, ce qui est le pire bilan de la conférence Ouest cette saison-là. Et donc voilà, avec une équipe où c'est surtout voilà, des performances individuelles, il n'y a pas vraiment de collectif, chacun fait un petit peu pousser la gueule. Il y a Mickey Johnson qui continue de faire des bons matchs avec quelques triples-doubles par-ci par-là, et voilà, il montre que c'est un joueur qui peut apporter, qui est assez polyvalent. Mais voilà, pareil, ça reste des performances individuelles entre Gilmore, Johnson, Regitis, et qui va d'ailleurs finir deuxième pour le vote de rookie de l'année. C'est la seule satisfaction de la fin de saison, parce que voilà,
31 victoires, 51 défaites, pire bilan de la conférence Ouest, et puis un public qui commence à déserter le Chicago Stadium. 4500 spectateurs de moyenne en moins par rapport à la saison d'avant. Donc là, ça commence à donner un peu le ras-le-bol. Il y a l'effet des départs de Sloan et de Van Leer. Il y a l'arrivée de Costello qui n'a pas beaucoup plu au public. Donc du coup, voilà. Puis cette saison catastrophique avec seulement 31 victoires. Là, les fans commencent vraiment à en avoir marre. Donc du coup, pour la saison suivante, le general manager Rod Thorne décide de redorer un petit peu son image. Parce qu'après une première saison où il a fait venir un coach très disputé, et puis c'est des résultats catastrophiques, il décide de frapper un grand coup et il nomme entraîneur Jerry Sloan. Alors, Jerry Sloan, donc du coup là les fans se disent bon allez, avec Jerry Sloan ça va repartir, il va nous... Même si bon, c'est sa première expérience en tant qu'entraîneur NBA, quoi. Il était assistant 2 ans avant, il était retourné à son université pour entraîner un petit peu mais pas très longtemps. D'ailleurs il a échappé à un accident d'avion à l'époque. Petite parenthèse, il était retourné à son université pour devenir entraîneur là-bas. Seulement, au bout de quelques matchs, il a dit que ça lui plaisait pas et il le sentait pas et qu'il avait besoin d'autre chose. Il est parti et quelques semaines après, l'équipe a eu un accident d'avion et ils sont tous morts dans l'accident d'avion. Donc il a échappé à ça en partant quelques semaines avant. Bref, pour revenir à ce qui nous concerne, donc Jerry Sloan est nommé entraîneur et il y a le pile ou face le plus fameux de l'histoire, on peut appeler ça comme ça, parce que donc Chicago a terminé avec le pire bilan de l'Ouest, et de l'autre côté, New Orleans, qui était à l'Est, a terminé avec le pire bilan à l'Est, et pour déterminer laquelle des deux équipes aura le choix numéro 1 à la draft, ça se joue à pile ou face, voilà, entre le pire bilan de l'Ouest et le pire bilan de l'Est. Sauf que New Orleans, vu qu'ils avaient réalisé quelques trades précédemment, leur choix de draft arrive aux Los Angeles Lakers, qui sont eux à l'ouest, comme les Bulls. Mais voilà, c'est par le jeu voilà, ils avaient fait des trades, voilà, avec des tours de draft, etc. Et donc du coup, ça arrive aux Lakers. Et donc c'est les Bulls contre les Lakers pour obtenir le premier choix de la draft 1979. Et donc ça se joue à pile ou face. Et donc le general manager Rod Thorne fait une annonce dans les journaux de Chicago quelques semaines avant la draft en disant qu'est-ce que vous voulez qu'on joue, est-ce qu'on joue pile, est-ce qu'on joue face, donnez votre avis les Bulls fans et puis on jouera ça le soir où il faudra décider. Et la majorité des fans des Bulls répondent face. Donc ils font un sondage et tout, ils disent voilà, nous on veut jouer face. Donc Rod Thorne dit ok, quand on arrivera au moment de décider, nous on jouera face. Donc arrive ce fameux jour, Rod Thorne joue face, le GM des Lakers joue pile donc, et ça tombe sur pile, et c'est donc les Lakers qui ont le premier choix de la draft, et ils sélectionnent Magic Johnson. Voilà, les Bulls sont passés à pile ou face de récupérer Magic Johnson. Imagine un peu le bordel. Jerry Sloan en entraîneur rookie, qui donne ses consignes à Magic Johnson en meneur rookie, et avec un Chicago Stadium qui du coup aurait repris... là tu aurais rempli des sièges directs. Au final, les Bulls vont se contenter de David Greenwood, un intérieur qui va servir de remplaçant à Mickey Johnson dans un premier temps. Sauf que dès le 4e match de la saison régulière, Artis Gilmore se blesse au genou. Première blessure de sa carrière, il avait joué plus de 600 matchs consécutifs en NBA avant ça, et il n'avait jamais raté un match, et là il se blesse au genou, il va louper 34 matchs. Mais du coup ça va permettre à Greenwood d'alterner sur les postes 4 et 5 et de tout de suite se mettre dans le bain et d'avoir du temps de jeu, etc. Et d'ailleurs il va se montrer assez prolifique avec plusieurs matchs entre 25 et 30 points à la suite. Voilà, il va faire quelques cartons au scoring, avec toujours Reggie Tis qui est là pareil pour alimenter le scoring avec plusieurs gros cartons. Mais encore une fois, c'est des performances individuelles, et même si Jerry Sloan tente petit à petit, tu vois, d'imposer un style plus défensif, c'est compliqué en l'absence d'Artis Gilmore, parce que le reste de l'équipe, c'est pas forcément des défenseurs de grande qualité. Reggie Tis, il défend pas un copec.
Le nouveau meneur Ricky Saubers, il fait ce qu'il peut, mais voilà, c'est pas un joueur extraordinaire. Même s'il fait le taf. Mickey Johnson, pareil, il fait le taf, mais voilà, il est un peu esselé. Même quand Gilmore revient, bon, ça permet de retrouver quelques victoires par-ci par-là, mais enfin l'ensemble a du mal à décoller. Pour la première fois, enfin pour la seconde fois de leur histoire, les Bulls arrivent au All-Star Game avec aucun joueur pour les représenter. Donc la saison reste quand même assez compliquée, même si voilà, Jerry Sloan, tu sens il veut imposer une patte, voilà, faire de cette équipe voilà, des durs à cuire, un peu comme à son époque. Mais ça a un peu de mal à prendre parce que voilà, les joueurs, c'est pas le profil de joueur qu'il faut pour ça. Scott May qui continue d'être blessé voilà, à droite à gauche. Il n'y a pas une profondeur de banc extraordinaire, à part des Kobe Dietrich ou des gars comme ça. Mais enfin, c'est pas, voilà, ou des Holly Johnson, mais c'est pas vraiment. Ça manque de régularité et de dureté. Et c'est vrai que Jerry Sloan, il a un petit peu de mal avec ça. Et du coup, bah, ça fait une saison, encore une fois, assez triste avec un bilan encore pire que la saison précédente, puisque 30 victoires et 52 défaites, donc une victoire de moins par rapport à la saison d'avant. Mais voilà, il y a quand même un petit peu ce style qui commence à se mettre en place, et du coup, Rod Thorne décide de continuer avec Jerry Sloan pour la saison suivante. Et d'ailleurs, saison suivante qui va être un petit peu bouleversée, parce qu'il y a la création des Dallas Mavericks, et cette création va redistribuer un petit peu les cartes au niveau de quelles équipes sont à l'ouest et à l'est. Du coup, Chicago et Milwaukee, par exemple, se retrouvent désormais dans la conférence Est. Alors, à partir de la saison 80-81, les Bulls deviennent une équipe de la conférence Est. Euh, et ça va un petit peu changer la donne, et les Bulls se disent, bon, on arrive dans une nouvelle conférence, bon, il y a quand même des équipes comme Boston, Philadelphie, tu sens qu'on va pas viser le titre, puis de toute façon on n'est pas une équipe capable de viser aussi haut. Mais voilà, on aimerait bien quand même frapper un grand coup, essayer de, voilà, tu vois, se montrer, quoi, arriver à l'Est en disant, bon, pour l'instant on n'est pas top top, mais ça va venir et on va faire quelque chose. Donc il y a la draft d'un meneur qui est annoncé comme un phénomène athlétique, voilà, extrêmement réputé à l'époque, qui s'appelle Ronnie Lester. Ronnie Lester, le problème c'est qu'il a passé sa dernière saison NCAA avec une grosse blessure au genou. Mais bon, les Bulls le draft assez haut et puis décident de lui confier la main. Sauf que dès la pré-saison, il se reblesse à son même genou. Alors il tente de rejouer un petit peu malgré la douleur, mais au bout de 4 matchs, il lâche l'affaire, il fait non, faut que je me fasse opérer, j'ai trop mal, machin. Donc voilà, il aura joué les 4 premiers matchs de la saison, et ensuite, Euh, et du coup, les Bulls récupèrent Ricky Saubers, qui était libre, et du coup, ils le font revenir pour finir la saison. Bon, au moins, il a l'avantage de connaître l'équipe, il était là la saison précédente. Et puis, bah là, c'est vrai que c'est une saison où tu commences à avoir un peu plus de vécu collectif. Euh, Même si défensivement, bon, tu laisses des cartons, hein, il y a quand même beaucoup de matchs où l'équipe encaisse des pelletées de points. Euh, Parce que bon, Artis Gilmore peut pas tout faire tout seul. Dave Greenwood, c'est pas un super défenseur. On l'a dit, Reggie Tice, c'est plus un scoreur, vraiment un mec avec d'excellentes qualités athlétiques. Il attaque le cercle, c'est très bon shooter mi-distance. Voilà, il est capable, voilà, il étire les défenses, il fait vraiment. Voilà, il peut scorer dans plein de positions différentes. Il a une super palette offensive et il provoque énormément de lancers francs. Super scoreur, voilà, super joueur individuel, mais par contre, voilà, au niveau défensif, bon, donc du coup, l'ensemble a encore un petit peu de mal à décoller, mais il y a, à partir de décembre, à la mi-décembre, il y a une grosse victoire d'une vingtaine de points sur le parquet d'Utah, où Gilmore fait du sale, hein, il fait un gros match encore une fois. Et cette victoire-là va donner confiance aux Bulls qui vont revenir à Chicago et enchaîner 9 victoires sur les 10 matchs suivants, au point qu'au 6 janvier, en battant San Diego, ils arrivent à un bilan équilibré de 21 victoires, 21 défaites. Ensuite, ils vont perdre 6 matchs de suite, et ils vont gagner 6 matchs de suite pour arriver au All-Star Game avec un bilan de 27 victoires, 27 défaites, avec Reggie Tice qui est All-Star pour la première fois, et Artis Gilmore qui retourne au All-Star Game également. Et dans cette série de 6 victoires juste avant le All-Star Game, il y en a une de 23 points sur le parquet de Boston, qui est quand même assez
assez inédite et assez plaisante parce que Boston cette année-là et dans la plupart des années dans les années 80 pour aller gagner sur leur parquet de 23 points, il y a quand même de l'exploit. Donc du coup, très belle victoire qui redonne un peu de confiance, même si juste après le All-Star Game c'est un petit peu compliqué, il y a des séries de défaites qui font que les Bulls commencent à être un petit peu distancés dans la course au playoff, mais la fin de saison va être boulet de canon. Il reste 15 matchs et les Bulls vont gagner 13 des 15 matchs qui restent sur la fin de saison et totalement se relancer pour les playoffs. Et la toute dernière victoire de la saison régulière, donc le dernier match de la saison régulière, c'est sur le parquet d'Indiana. Et les Bulls gagnent de 4 points sur ce parquet d'Indiana, ce qui leur permet de passer devant Indiana au classement et éviter Philadelphie au premier tour des playoffs. Philadelphie qui a signé une saison à 60 victoires, donc bon, les Bulls se disent si on peut éviter de se farcir Philadelphie dès le premier tour, c'est quand même pas mal. Et du coup, ils se retrouvent face aux New York Knicks pour ce premier tour. Les Knicks qui ont fini avec 50 victoires, 32 défaites, donc un bilan supérieur aux Bulls qui ont fini avec 45 victoires. Et ils ont donc l'avantage du terrain dans cette série qui se joue en 2 victoires. Voilà, la première équipe qui gagne 2 matchs. Donc voilà, les premiers tours des playoffs à l'époque. Il y avait déjà eu, on en avait déjà parlé dans la vidéo précédente avec la série contre Portland en 77. Et donc, série en 3 matchs face aux New York Knicks, avec match 1 au Madison Square Garden. Et là, les Bulls créent la surprise. Victoire 90-80 au Madison Square Garden pour leur retour en playoff. Artis Gilmore, pareil, qui domine sous les 2 cercles, et les Knicks sont pas vraiment d'intérieur capables de le stopper. Et donc du coup, ils étaient un petit peu emmerdés. Grosse participation de Ricky Sobers qui met 17 points, Dave Greenwood qui en met 16. Et Reggie Tice, il en met 10. Il met que 10 points, et du coup, ça le frustre un peu d'avoir calé que 10 points au premier match. Donc quand le match 2 démarre au Chicago Stadium, où il y a là pratiquement 20 000 personnes qui sont venues, parce que voilà, c'est un match de playoff, c'est quand même rare à l'époque, donc du coup, allez, on vient au United, pas United Center, non pas encore, au Chicago Stadium pour voilà, soutenir l'équipe, parce que voilà, ça revient, l'enthousiasme revient, l'équipe affiche un style quand même assez défensif et rugueux qui, même si, collectivement, quoi, parce que individuellement, il n'y a pas de super défenseur, mais collectivement, tu sens que Jerry Sloan impose sa patte. Et donc, pour ce match 2, Reggie Tice, qui a mis 10 points au premier match, il se dit là, allez, c'est mon tour, je vais cartonner. Et il enchaîne les attaques du cercle, les lancers francs, il provoque des fautes. Il va finir à 17 sur 18 au lancer franc sur ce match-là. Mais bon, il provoque. Sauf que dans le troisième quart-temps, les Knicks prennent 15 points d'avance. Et là, ça commence un petit peu à gueuler dans les travées. Putain. Mais les Bulls vont faire péter un comeback de folie. Ricky Sobers qui se jette sur tous les ballons, Artis Gilmore qui domine sous les 2 cercles, il compte tout ce qui passe, il prend tous les rebonds. De l'autre côté, il claque des dunks dans tous les sens. Et Reggie Tice, il enchaîne les paniers. Et puis ces 2 lay-ups de Ricky Sobers dans les dernières minutes qui permettent d'égaliser et d'obtenir une prolongation. Prolongation dans laquelle Artis Gilmore et Reggie Tice vont inscrire les 9 points de l'équipe. Et il y a un joueur des Knicks, alors je vais paumer son nom, qui va louper 2 lancers francs cruciaux dans les dernières secondes, et ça va permettre aux Bulls de l'emporter 115-114, et donc de sweeper les Knicks. Donc voilà, première saison dans la conférence Est, et les Bulls sweep les Knicks. D'entrée, on leur montre que voilà, merci. La rivalité Chicago-New York, tu vois, d'entrée. Donc sweep sur les Knicks qui avaient pourtant l'avantage du terrain, avaient fait une meilleure saison avec 50 victoires, etc. Donc là, ça redonne beaucoup de morale, beaucoup de baume au cœur à l'équipe. Sauf que derrière, au tour suivant, c'est les Boston Celtics. Et là, par contre, ça va pas faire un pli. Deux défaites à Boston pour débuter. Et puis même si c'est des scores plus serrés à Chicago, ce sera 2 défaites pareilles avec des Celtics qui seront champions de toute façon quelques semaines plus tard. Avec Larry Bird, avec Kevin McHale, avec Tiny Archibald, avec Robert Parrish. Ils avaient une équipe de fous furieux. Et puis voilà, Larry Bird, intenable. Au match 3 à Chicago, il fait un triple-double. Au match 4, il met 35 points pour assurer la qualif. Et puis même, tu vois, collectivement, c'était largement au-dessus. Tu vois, sur les 4 matchs, tu avais régulièrement 5-6 joueurs des
des Celtics qui marquaient, qui dépassaient les 10 points, quoi. Donc le danger venait de partout. Chicago n'a jamais réussi à, à- à contrecarrer les plans de Boston et à les freiner défensivement. Mais voilà, il y a quand même cette satisfaction d'être retourné en playoff. Voilà, pour une première saison dans la conférence Est, d'avoir mis un petit sweep aux Knicks, ce qui est jamais négligeable quand même, hein. Quand t'es de Chicago, tu sweeps les Knicks, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis bon, bah après, bon, bah, Boston, c'était évidemment beaucoup trop fort pour cette équipe, hein, malgré Reggie Tice, malgré Gilmore qui a fait ce qu'il pouvait, mais bon, ça se termine sur un sweep. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire. 2 défaites de 6 points à Chicago, mais voilà, ça reste quand même une saison positive où voilà, tu te dis que les Bulls euh, montent un petit peu en puissance et ils retrouvent un petit peu d'ambition. Mais on verra dans les prochaines vidéos que finalement ça va pas trop se dérouler comme ça, hein, malgré tout. Donc voilà, on en reparlera dans la prochaine vidéo de la suite un petit peu tragique euh, de, de cette saison qui restera une saison réussie mais sans lendemain. Donc voilà, on en reparlera dans la prochaine vidéo. En attendant, continuez de rester chez vous. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si ça continue à vous plaire, l'histoire des Chicago Bulls, si vous voulez que je continue, que je développe un peu plus, voilà, si vous avez des questions, voilà, comme d'habitude, hein, les commentaires, les likes, abonnez-vous à la chaîne, etc. Et puis voilà, d'ici la prochaine vidéo, voilà, sortez pas trop, portez-vous bien et puis à très bientôt et go Bulls.